Bien, bonjour. Donc, aujourd'hui, un nouveau tuto, ou plutôt un complément de cours, même des explications de cours sur le dossier 10 que j'utilise avec mes élèves en classe, et ça concernera la gestion des stocks. Alors évidemment, c'est le dossier 10 dans notre manuel, mais les notions que nous allons aborder aujourd'hui sont totalement transférables dès lors où la gestion des stocks peut apparaître dans un autre dossier, chez un autre éditeur. Donc nous allons commencer et nous allons aborder dans l'ordre les stocks en début de période, en fin de période, les achats, pour déterminer si les produits se vendent bien et lesquels se vendent le mieux, et sur lesquels il faudra faire extrêmement attention pour notre gestion globale des stocks sur l'année. Je vais donc diffuser une vidéo que j'avais faite il y a déjà quelques semaines sur Movely, et puis je vais la mettre en pause régulièrement pour pouvoir la commenter et expliquer les méthodes de calcul et surtout l'intérêt de ces calculs. Je vais vous laisser quelques instants pour prendre votre dossier 10, parce que si le seul objectif était d'écouter ma voix douce et harmonieuse le matin quand vous prenez votre premier café, thé ou chocolat, je pense que ça va être un petit peu léger. Donc je vous conseille vivement d'avoir le dossier 10 sous les yeux, et puis de regarder les choses en même temps que moi je les diffuse et les explique. Donc à tout de suite. Alors concernant Movely, je vais le mettre en écran, je vais lancer la vidéo et puis on y va. Donc gestion des stocks. Alors l'objectif de la gestion des stocks, que ce soit dans un magasin ou une entreprise, c'est bien sûr de les valoriser, c'est-à-dire de chiffrer. C'est un terme qu'on rencontre extrêmement souvent dans les études de cas. Donc valoriser veut dire chiffrer les stocks. Créer un groupe de référence, parce que nous allons aborder au cours de ce complément de cours la notion de loi de Pareto, donc la loi des 20-80, on verra ce que c'est dans quelques instants, et puis de vérifier la rotation, c'est-à-dire à quelle fréquence se vendent les produits et combien de fois par semaine, par mois ou par année on doit remplacer l'intégralité des stocks de notre point de vente. Alors, nous allons prendre en compte plusieurs choses: les achats qui ont été effectués sur l'année, les stocks en début d'année, c'est-à-dire en général le 1er janvier, c'est un jour férié, les points de vente sont fermés, donc à partir du 2 janvier, et puis quand on va fermer la boutique le dernier jour de l'année, c'est-à-dire généralement le 30 ou le 31 décembre, et puis également ce que nous aurons vendu sur la période. Ce sont les 3 éléments essentiels pour commencer à aborder et travailler sur la gestion des stocks. Alors effectivement, le document du dossier 10 nous présente ce qu'on appelle un état des stocks, c'est-à-dire où on en est au niveau des stocks par référence. Là, en l'occurrence, on travaille sur des téléphones portables, mais ça peut être n'importe quel produit. Et nous avons dans notre point de vente 8 références différentes. On nous dit que l'état des stocks a été fait début janvier, c'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, le 1er c'est un jour férié, donc par conséquent ce document il est généralement établi le 2 ou le 3 janvier, donc quand les salariés reviennent. On peut s'apercevoir qu'effectivement on a des références. Pour le cours, ça a été simplifié, on a le téléphone mobile numéro 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8. On a effectivement la désignation, donc le nom du modèle et la marque. On a les quantités que nous avons en stock le 2 janvier en magasin. Et puis on a également le prix de vente consommateur. Prix de vente consommateur est synonyme bien évidemment de prix affiché en point de vente, donc du prix de vente TTC. Premier élément, on doit calculer le prix d'achat hors taxe. Alors, extrêmement facile à faire pour passer du prix de vente TTC à un prix d'achat hors taxe, parce qu'en gestion des stocks, tout se fait en hors taxe, et généralement ça se fait par rapport au prix d'achat fournisseur, grossiste ou fabricant. On a une information sous le dossier, enfin plutôt sous le document numéro 1, qui est la notion de coefficient multiplicateur. Information qu'on a déjà abordée plusieurs fois au cours de l'année, et on vous dit que sur les téléphones mobiles, le coefficient multiplicateur dans le magasin, le coef est de 1,2. C'est-à-dire que pour passer
du prix de vente TTC consommateur au prix d'achat hors taxe, on va donc diviser simplement les 8 prix qui se trouvent là, 90, 55, 72 en fonction du modèle, par 1,2 et normalement on devrait trouver le prix d'achat hors taxe tout à fait naturellement et simplement. Une fois que notre document est complété, c'est-à-dire que nous avons trouvé nos prix d'achat hors taxe, on va utiliser un autre document parce qu'apparemment on a été livré. Nous sommes là dans l'entreprise le 5 janvier, et je vous rappelle que le document 1 a été établi le premier jour de l'année de l'ouverture du magasin, c'est-à-dire en l'occurrence c'était le 2 janvier. Là apparemment on a une livraison, donc c'est un bon de réception de marchandises. Livraison qui a donc lieu 3-4 jours après. On a toujours ces mêmes références et on a deux notions importantes à aborder qui sont l'unité de conditionnement et la quantité. L'unité de conditionnement, c'est le nombre de produits qui se trouvent dans un carton et la quantité, c'est le nombre de cartons que nous avons commandés. En l'occurrence, là pour la référence 1, il y a 4 articles, donc 4 Samsung 480 par carton, et on a commandé 2 cartons. Donc en l'occurrence, on a commandé 4 produits x 2 cartons, 8 articles. On les a achetés auprès de notre fabricant, 72 € hors taxe. Alors, grâce au document 1 et au document 2, donc je vous rappelle que le document 1 a été établi au 2 janvier et que le document 2 est un bon de réception, donc une livraison qui a eu lieu le 5 janvier. On doit être capable de compléter l'annexe 1 qui se trouve sous vos yeux. Première chose à faire, bien sûr, recopier les désignations des articles. Et ensuite, on va simplement recopier les éléments qui se trouvent sur le document 1 pour le 2 janvier et le document 2 en ce qui concerne le 5 janvier. Donc en l'occurrence, les quantités qu'on a en stock, le prix d'achat hors taxe, et bien sûr, quantité fois prix d'achat hors taxe égale montant. C'est-à-dire le montant, la valeur du stock concernant la première référence, deuxième, etc., etc. Et on fera évidemment la même chose avec le document 2 qui sera donc le bon de livraison au 5 janvier. L'objectif, il est extrêmement simple, et pour l'instant l'activité l'est tout autant, c'est de calculer ce qu'on appelle un CUMP, un coût unitaire moyen pondéré. On peut s'apercevoir que dans le document 1, pour la première référence, on a trouvé 75 €. Et que sur le document 2, on venait d'acheter ce même téléphone au fabricant 72 €. On s'aperçoit donc que les deux prix d'achat sont différents. Il faut essayer de faire la moyenne, le prix moyen des achats au fabricant sur l'année. La formule de calcul, elle est simple et elle se trouve en dessous. Je vais mettre la correction et je vais l'expliquer en détail. Alors, j'ai complété effectivement à partir du doc 1, cette partie-ci, le stock inventorié au 2 janvier, et grâce au document 2, le stock réceptionné, donc la livraison le 5 janvier. Donc je disais tout à l'heure, effectivement, le prix d'achat hors taxe de la première référence, on a bien divisé par c'était le coefficient multiplicateur de 1,2, on a trouvé 75 €, et là j'ai simplement recopié les éléments d'information qui se trouvent sur le document 2. Bien sûr, 8 articles fois 72 €, prix d'achat hors taxe fournisseur, égale 576 €. Je disais tout à l'heure que l'objectif il est simple parce qu'on s'aperçoit que les prix sont différents, les prix d'achat sont différents. C'est extrêmement rare d'avoir les mêmes prix d'achat auprès d'un fournisseur ou d'un fabricant toute l'année. C'est extrêmement rare. Donc un magasin veut savoir en moyenne à combien il a acheté ses articles auprès du grossiste. Le calcul est extrêmement simple. On a le premier montant de ce qu'on avait en stock, 1650 €, et on a également le montant de notre livraison du 5 janvier. On va additionner 1650 et 576, ça va nous donner un montant global. Et ce montant global, on va le diviser par l'addition des quantités de notre stock avec le nombre de produits qu'on vient de recevoir. L'ensemble des deux montants divisé par l'ensemble des deux quantités nous donnera le prix moyen, c'est-à-dire à quel prix en moyenne sur ces deux événements
à quel prix on a acheté l'article auprès du fournisseur, et je vous rappelle que c'est toujours au prix d'achat hors taxe. Lorsque nous avons réalisé donc l'annexe précédente, on a divisé les montants par les quantités et on a trouvé le prix moyen unitaire. Là, on va s'intéresser à une autre notion qui est celle de la loi de Pareto, c'est-à-dire quels sont les produits qui se vendent le plus et auxquels il faut prêter une attention toute particulière, et quels sont les produits que l'on vend moins. Et c'est pas que la rupture de stock soit souhaitée, mais on sera peut-être un petit peu moins vigilant au niveau de leur gestion dans le magasin. En tout cas, il est indispensable d'éviter les ruptures de stock pour les produits évidemment qu'on vend le plus, qui sont le plus demandés. Pour ce nouveau document, le document 3, on a évidemment toujours la référence, la désignation, et on a le stock en valeur, c'est-à-dire pour combien on avait de références une dans le magasin au 1er janvier, c'est-à-dire 2358 €. On a également la valeur de notre stock, mais le dernier jour de l'année, en l'occurrence 756 €, et on a également le montant de ce que l'on a acheté aux fournisseurs ou aux fabricants durant l'année. Donc, stock au 1er janvier, on en avait pour 2358, le stock le dernier jour de l'année 756 €, et on a acheté aux fournisseurs ou aux fabricants pour 1250 € de cette référence 1 au cours de l'année. Donc avec les informations précédentes, on doit être capable de compléter ce tableau. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Le but du jeu, c'est de commencer toujours par compléter la colonne montant des ventes annuelles et de les classer dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du produit qu'on vend le plus, en l'occurrence ce sera la TM6 dans notre exercice, jusqu'à la référence que l'on vend le moins, en l'occurrence la TM1. Comment on a trouvé 50 988, c'est-à-dire le montant des ventes totales pour cette première référence dans notre point de vente? Je vais retourner rapidement sur le document précédent et vous allez voir, c'est extrêmement simple. La formule de calcul est, on prend notre stock au 1er janvier, 2358 pour la TM1, on ajoute ce que l'on a acheté aux fournisseurs durant l'année, donc 2358 plus 1250 €, et on retire, parce qu'ils n'ont pas été vendus, ils sont encore en stock le dernier jour de l'année, 756 €. Et on fait pareil pour l'ensemble de ces 8 références que nous possédons dans le point de vente pour compléter la colonne montant des ventes de l'annexe. Donc je crois que c'était la TM numéro 6, je crois. Ah non, c'était la TM1. Dans l'exemple précédent, TM1. En l'occurrence, on a dû trouver en faisant stock initial au premier jour de l'année, plus le montant des achats aux fournisseurs ou aux fabricants durant l'année, moins le stock final, on a dû trouver, vous pouvez le vérifier en direct, 2852 €. On a évidemment répété cette même opération pour l'ensemble des 8 références. Là, en l'occurrence, pour TM6 par exemple, qui est celui qu'on a le plus vendu, on avait trouvé 50 998. Je veux juste vérifier si effectivement le calcul est bon. Donc je retiens 50 998 € de chiffre d'affaires pour la TM6. Alors, je reviens rapidement sur le document précédent. TM6, elle est là. Nokia 400. 804 le premier jour de l'année. Il nous en restait pour 926 € le dernier jour de l'année, mais on a acheté auprès du fabricant pour 51 120 € de marchandises dans l'année. En l'occurrence, pour trouver notre 50 998 de l'annexe qui suit, 804 plus 51 120 moins 926, et normalement, ça doit nous donner 50 998. On les classe bien sûr dans l'ordre décroissant du plus vendu au moins vendu. On fait le total. En l'occurrence, notre point de vente a vendu pour un peu plus de 114 000 € de téléphones portables dans l'année. Maintenant, les 4 colonnes qui suivent. Des notions que nous avons déjà vues ensemble en classe à de nombreuses reprises. Calculer un pourcentage simple, calculer un pourcentage cumulé, que ce soit pour le montant des ventes ou pour les références. On va commencer par le pourcentage des ventes. Je veux savoir ce que représente le chiffre d'affaires réalisé par la TM6 par rapport au total. En l'occurrence, 50 998.
divisé par 114 198 fois 100, 44,66. La TM6, donc le Nokia 400, représente plus de 44% de nos ventes de téléphones dans l'année. Je procède de la même manière pour l'ensemble de nos 8 références et normalement, si nos résultats sont corrects, on doit trouver un total de 100%, bien sûr. 44,66 plus 35,46, etc., etc., 100%. Pour la colonne qui suit, extrêmement facile également. On nous demande de calculer le pourcentage cumulé croissant des ventes. En l'occurrence, on recopie le premier résultat, 44,66, on ajoute le deuxième, 35,46, et on trouve 80,12. On ajoute 4,20, 84,32. On ajoute le résultat qui suit, 87,81, 3,44, 91, etc., etc. Et sur la dernière ligne, c'est-à-dire 97,50 plus 2,50 égale 100. Normalement, on doit trouver 100 pour le pourcentage cumulé des ventes. Si on trouve pas 100, c'est qu'il y a une erreur quelque part. On va procéder de la même manière pour les références. Là, c'est un petit peu bizarre, il n'y a pas de question à poser, on applique simplement une méthode de travail qui est simple. J'ai 8 références. Si j'en avais 10, 15 ou 20, ça changerait strictement rien au calcul. On trouve 12,50 pour le pourcentage de référence. Et oui, parce qu'on fait la référence TM6 divisé par 8 références au total dans le point de vente. Une référence, la TM6 divisé par 8 au total, égale 12,50. En fait, on trouvera toujours le même résultat et ce sera pareil pour l'ensemble des résultats pour une autre application ou une autre activité. On a donc fait une référence, la TM6, divisé par 8 références totales dans le point de vente et on trouve 12% 50. Si on avait eu 10 références, on aurait fait 1 divisé par 10 égale 10 et on aurait eu 10 sur toutes les lignes de cette colonne. Si on avait eu 15, on aurait fait 1 divisé par 15 fois 100 et là encore, on aurait trouvé le même pourcentage sur l'ensemble de la colonne. Pour la colonne qui suit, pourcentage cumulé des références, on procède de la même manière que pour le pourcentage cumulé des ventes. C'est-à-dire que on recopie le premier, 12% et demi, on ajoute 12% et demi égale 25%, plus 12,50, 37,50, plus 12,50, 50, etc., 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 jusqu'à la fin. Et là encore, on doit trouver 100% pour le total. Une fois que l'ensemble de ces colonnes sont complétées, le but du jeu, c'est de savoir si environ 20% de nos références en vente dans le point de vente, dans le magasin, représentent environ 80% du chiffre d'affaires. Et bon, on va vérifier. Je vais d'abord dans la colonne pourcentage cumulé des références et je dois m'arrêter là où je trouve un résultat qui est à peu près de 20. Donc 12,50, c'est largement inférieur à 20, je descends. 25, ok, et ensuite 37,5. Donc 25, c'est quand même le plus proche de 20%. Je regarde le pourcentage cumulé des ventes qui correspond. Je dois trouver à peu près 80. Et effectivement, je trouve 80,12. Ça veut dire que dans notre point de vente, 25% de nos produits, de nos références vendues, représentent 80% du CA. Pareto, qui a créé une loi qui s'appelle la loi des 20-80, nous permet de créer 2 groupes de produits. Les produits qui nous rapportent le plus, en tout cas qui sont le plus vendus dans le point de vente, donc normalement environ 20% des références représentent 80% du chiffre d'affaires, et les autres, c'est-à-dire 80% des références qui restent, ne représentent que les 20% du chiffre d'affaires qui reste. Dans ce cas-là, effectivement, quand la loi s'applique, on doit distinguer le groupe 1, en l'occurrence moi j'ai 2 références qui sont la TM6 et la TM2, le Nokia 400 et le Sony Ericsson 200, qui sont les produits, les 2 gros produits de notre chiffre d'affaires auxquels il faut faire extrêmement attention. Donc on va surligner les 2 premiers produits et dire que le groupe 1, la loi des 20-80 s'applique et dans le premier groupe on a 2 références et qu'il faut faire extrêmement attention à ces 2-là. Les autres ne représentent à peine que, même pas, représentent même pas 25%, un peu moins de 20% du chiffre d'affaires et donc bien sûr faut y faire attention, faut pas être en rupture de stock, mais globalement s'il nous en manque une fois, ça va pas être très grave pour le chiffre d'affaires global du magasin. Donc voilà pour cette notion de règle ou loi des 20-80, environ 20% de nos produits
représente environ 80% de notre chiffre d'affaires. On poursuit. Alors, nous avons complété effectivement l'annexe 2 il y a un instant avec la répartition des ventes et vérifier si la loi de Pareto s'applique. Là, en l'occurrence, on va calculer d'autres notions. Le but du jeu, c'est de savoir est-ce que les produits se vendent rapidement ou pas trop rapidement. On va compléter donc l'annexe 4. Là, pour l'exercice, on va prendre que les 4 premières références. Et on va bien sûr noter la désignation, c'est-à-dire le modèle, le montant des ventes annuelles au prix d'achat hors taxe, on l'a déjà dans une autre annexe, donc on va les recopier, et à partir de là, on va calculer 3 choses. Premièrement, le stock moyen, deuxièmement, le coefficient de rotation, et enfin, la vitesse de rotation. Le stock moyen veut dire quelle est en moyenne la valeur de notre stock pour cette référence-là, en l'occurrence la TM1, sur l'année. Quel est en moyenne le montant de notre stock pour ce premier produit sur l'année? Alors, la formule se trouve en dessous. Pour le calculer, c'est simple. Stock initial, le stock au premier jour de l'année, plus le stock au dernier jour de l'année, donc au 31 décembre. Bien sûr, on n'oublie pas les parenthèses. Et on le divise par 2 parce qu'il y a 2 périodes. La période début d'année, la période fin d'année. Et on doit trouver le stock moyen. On fait la même chose pour ces 4 premières références. En ce qui concerne la vitesse de rotation, on va reprendre des éléments qu'on a calculés précédemment, c'est-à-dire le volume des ventes, plutôt le montant des ventes qui se trouve ici, au prix d'achat, et on le divise par ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire le stock moyen. Et on va trouver un chiffre, je vais vous mettre la correction dans un instant, qui va nous donner un coefficient. Et enfin, pour la dernière colonne, la vitesse de rotation, on transforme le coefficient en nombre de jours. C'est-à-dire que la période étudiée en nombre de jours divisé par le coefficient de rotation, donc ce qu'on vient de calculer. Je vous mets la correction et je la commente en direct. Alors, j'ai recopié le montant des ventes annuelles au prix d'achat hors taxe pour chacune des 4 références. Le stock moyen, j'ai fait le stock initial au premier jour de l'année, plus le stock final, donc le stock au dernier jour de l'année, que j'ai divisé par 2 parce qu'il y a 2 périodes. Je trouve par exemple pour la TM1 1557 €. Pour trouver le coefficient de rotation, il a été simple de faire le montant des ventes divisé par le stock moyen. En l'occurrence, ça nous donne 1,83. Il suffit simplement de vérifier sur les formules de calcul qui se trouvent sur le document précédent. Le coefficient de rotation, c'est bien le montant des ventes divisé par le stock moyen. En ce qui concerne la vitesse de rotation, c'est en nombre de jours. C'est-à-dire qu'on va prendre le stock moyen. On a en moyenne dans l'année pour 1557 € de ce produit-là, donc de ce Samsung 480 en stock. On le divise par 1,83 et on sait que notre stock de ce produit-là se vide entièrement tous les, environ 196-197 jours. Quand on applique cette même formule ou ces mêmes méthodes de calcul à l'ensemble de nos références, on s'aperçoit que les chiffres sont totalement différents. Exemple pour la TM1, 1,83 de coefficient, 196 jours pour tout vendre. Pour la deuxième référence, 50 et 7,20. Plus la vitesse de rotation est élevée, c'est-à-dire 196 jours pour vendre tout le stock, c'est mieux d'avoir un coefficient qui sera le plus faible possible, évidemment. En l'occurrence là, 7,2 pour le deuxième, on vend en moyenne l'intégralité de notre stock de cette deuxième référence tous les un peu plus de 16 jours. Je reprends. Plus le coefficient est élevé et plus on vend rapidement les articles, et plus on vend rapidement les articles, moins de temps il reste en stock. En l'occurrence, c'est bien le Sony Ericsson 200 qui se vend le plus rapidement parmi les 4 références proposées. Moins le nombre de jours dont la vitesse de rotation est élevée, et mieux c'est pour le point de vente.
J'espère que vous avez apprécié ce petit complément de cours, ces petites explications, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et même extrêmement bientôt, je crois.